Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Estelle. Bonjour à tous, bonjour Karen. Merci donc d'être avec nous à nouveau ce matin pour ce troisième webinaire de la semaine Asie. Ce matin, on vous propose donc une étape en Thaïlande. Le sujet de ce matin, du Siam à la Thaïlande 4.0, quelles sont les opportunités pour les PME bretonnes? On va voir donc ce matin que cette économie majeure de l'ASEAN, qu'est la Thaïlande, est entrée dans une phase de transition vers une Thaïlande 4.0. Et pour réussir sa mutation, la Thaïlande dispose de nombreux atouts. Alors sa situation géographique, évidemment, au cœur de l'ASEAN, et aussi ses richesses naturelles. La Thaïlande, c'est la deuxième économie de l'ASEAN. Et elle a tout pour attirer les entreprises bretonnes, que ce soit pour son marché domestique ou en tant que hub pour que vous puissiez rayonner sur toute cette zone ASEAN. Donc, incontestablement, cette phase de transition économique que connaît la Thaïlande va profiter à la population elle-même, aux revenus de la population, mais ça va aussi générer des besoins exprimés par la Thaïlande en solutions technologiques. Et vous allez voir donc que de nombreuses opportunités s'offrent à vous, que ce soit dans les domaines industriels, biens de conso, en passant aussi par des opportunités et des possibilités de partenariat technologique. Donc, loin des stéréotypes, la Thaïlande, c'est une grande puissance agricole, agroalimentaire. C'est aussi, vous allez le voir, une puissance industrielle, touristique et avec beaucoup de services également. Alors certes, les grands groupes privés sont présents, mais il y a de nombreuses opportunités et des clés d'entrée que l'on va balayer ce matin pour les PME françaises et donc les PME bretonnes. Donc ce webinaire, c'est le vôtre. Il se veut interactif. N'hésitez pas tout au long de l'intervention d'Estelle d'intervenir, de poser vos questions, d'exposer vos problématiques, de partager vos expériences aussi, c'est important. Ce webinaire, c'est vraiment votre moment privilégié au cours duquel vous allez pouvoir en direct poser vos questions à Estelle. Donc n'hésitez surtout pas tout au long du webinaire à poser vos questions en les écrivant avec le petit chat questions-réponses ou tout simplement en demandant à ce que j'active vos micros. C'est souvent plus facile de s'exprimer oralement que par écrit. Donc surtout, n'hésitez pas. Encore une fois, ce webinaire, c'est le vôtre. Il n'y a pas que Estelle et moi qui souhaitons parler ce matin. Donc n'hésitez pas à partager avec nous vos interrogations et vos expériences. En ce qui concerne la prise de notes de ce webinaire, donc comme d'habitude, la présentation complète agrémentée des quelques notes que je pourrais prendre pendant l'intervention d'Estelle, la présentation sera disponible sur la plateforme BCI Info que vous retrouvez via notre site web. Le webinaire est aussi enregistré, donc vous aurez à votre disposition le podcast d'ici quelques jours, également disponible sous BCI Info. Donc pas de stress pour la prise de notes, la présentation vous sera donnée d'ici demain, grand maximum. Je vous enverrai par mail le lien pour retrouver la présentation sur BCI Info. Je vais vous présenter notre intervenante de ce matin. Estelle David. Estelle est directrice pays du bureau Business France en Thaïlande. Alors, le bureau Business France en Thaïlande est l'un de nos prestataires agréés pour la Thaïlande. Vous retrouverez les coordonnées d'Estelle à la fin de cette présentation. Je vous la communiquerai aussi ultérieurement. Si toutefois vous n'avez pas de questions pendant le webinaire, j'insiste sur le fait qu'on est vraiment à votre disposition. C'est très facile d'organiser après le webinaire des visios ou des calls avec votre chargé d'affaires et Estelle pour aller plus en détail dans vos problématiques, dans vos projets de développement. Donc, n'hésitez pas, au travers du petit questionnaire que vous allez retrouver en fin de webinaire, n'hésitez pas à cocher la petite case « Oui, je souhaite un entretien ». C'est gratuit, évidemment, pour cet échange. N'hésitez pas à cocher la petite case et à nous préciser pourquoi vous souhaitez cet entretien. Le petit questionnaire dont je parle, si vous voulez bien prendre une minute pour le remplir, lorsque vous allez vous déconnecter de ce webinaire, vous allez tomber automatiquement sur mon petit questionnaire. C'est important pour nous, pour Estelle et pour moi, d'avoir vos retours, vos appréciations, vos suggestions aussi de thématiques pour de prochains webinaires.
et puis d'avoir votre appréciation sur le contenu, la pertinence du sujet que l'on vous propose ce matin. Donc, je vous remercie vraiment, vraiment par avance de prendre cette petite minute pour répondre au questionnaire que vous trouverez donc lorsque vous quitterez cet échange de ce matin. Merci par avance. Donc, comme le veut la tradition, je vais lancer cette petite vidéo qui présente tous les services de BCI. Je vous remercie pour votre attention. Ça dure 4 petites minutes. À tout à l'heure. Vous souhaitez un appui pour assurer ou développer votre entreprise à l'international? BCI, Bretagne Commerce International, association d'entreprises de 1000 adhérents, vous accompagne à chaque étape de votre développement international, quelle que soit votre taille, votre secteur d'activité, que vous soyez adhérent ou non. Grâce à la diversité des métiers et aux compétences opérationnelles de l'équipe BCI répartie sur tout le territoire breton à votre proximité, tous les aspects du développement international sont traités, depuis l'information technique et réglementaire jusqu'au développement commercial à l'étranger, avec l'appui d'un réseau de prestataires agréés basés dans une centaine de pays. En 2019, BCI aura réalisé plus de 10 200 accompagnements pour plus de 2100 entreprises bretonnes, dont 30% étaient nouvelles. Sa mission principale consiste à favoriser l'export, par la sensibilisation et l'information, avec des services proposés gratuitement aux entreprises bretonnes. Ces services ont représenté en 2019 3632 conseils techniques, réglementaires ou stratégiques, 1681 rendez-vous en entreprise, 109 réunions d'information, 275 actions gratuites, recherche d'infomarché, réalisation d'études. Mais aussi favoriser l'export par l'accompagnement sur les marchés étrangers, dont 30 salons internationaux, 6 missions sectorielles à l'étranger, 18 délégations d'acheteurs en Bretagne, 155 prestations individuelles à l'étranger. BCI, c'est aussi favoriser l'investissement étranger en Bretagne en identifiant et en accompagnant des projets par le biais de son service Invest in Bretagne. Plus de 380 entreprises à capitaux étrangers sont implantées en Bretagne, employant plus de 36 000 personnes. Anticiper l'évolution des marchés et faciliter la prise de décision avec BCI Info, le service de veille et d'information en ligne avec en 2019 3400 articles et brèves, 630 études, 300 fiches sectorielles. Réseauter et s'informer lors de l'Open de l'International, l'événement annuel de l'économie bretonne. Une édition 2019 en présentiel qui a regroupé plus de 1100 participants avec plus de 1000 rendez-vous B2B et plus de 50 pays représentés. Et une édition 2020 en ligne avec 600 rendez-vous B2B. Face à un commerce mondial en plein bouleversement, BCI s'attache à rester agile et réactif pour répondre à vos problématiques. Ainsi, pour vous préparer au Brexit, BCI a mis en place un numéro vert et un cycle de réunions d'information. Pour vous informer de la situation dans le monde lié au Covid-19, BCI a quotidiennement enrichi sa plateforme BCI Info et a organisé des webinaires avec ses prestataires basés à l'étranger. BCI poursuit sa transformation numérique avec la mise en place de nouveaux services, tels que les tutoriels dédiés au commerce international, les rencontres d'acheteurs en visio et les e-missions pour exporter sans se déplacer, ou encore BCI Connect, l'outil de mise en relation de dirigeant à dirigeant. Avec un mode de fonctionnement unique, une gouvernance assurée par un conseil de surveillance présidé par ses financeurs, le Conseil régional de Bretagne et la Chambre régionale de commerce et d'industrie, et un directoire de 12 chefs d'entreprise élus parmi ses adhérents. BCI agit pour l'internationalisation des entreprises bretonnes et de l'économie régionale. D'après l'étude d'impact de l'activité de BCI, réalisée en 2020 sur un panel de 300 entreprises ayant utilisé ses services, 98% des entreprises sont satisfaites de l'apport de BCI. Pour la 4e année consécutive, ce pourcentage est en hausse. 84,5% déclarent avoir atteint l'objectif qu'elles s'étaient fixé en s'adressant à BCI. 39% d'entre elles ont déjà enregistré un développement concret de leur activité. 54,8% par la hausse de leur chiffre d'affaires et 10,4% par la création d'emplois CDI. Avec Bretagne Commerce International, rejoignez les entreprises bretonnes qui osent le monde. Merci pour votre attention. On va rentrer dans le vif du sujet. Désormais, je vais te laisser la parole, Estelle. Juste un petit rappel, donc avant cela, je vais balayer les différents points que l'on va aborder donc, ce matin. On va démarrer par un panorama global sur la Thaïlande.
porte d'entrée sur l'ASEAN, pardon. En deuxième point, nous verrons comment la société thaïlandaise est fortement imprégnée par ses traditions, donc un petit point socio-culturel pour bien aborder vos affaires. Un point économique ensuite. En point 4, enfin, on fera des focus sectoriels. Estelle nous a reporté ici les secteurs majeurs dans lesquels il y a vraiment des opportunités pour vous, entreprises bretonnes. Alors évidemment, ce n'est pas exhaustif, hein. On n'a pas pu traiter tous les secteurs ce matin. S'il y a des filières ou des secteurs auxquels vous appartenez et qui n'ont pas été traités ce matin, veuillez nous excuser, mais là encore, voilà, on est à votre disposition pour creuser et faire une étude spécifique sur votre domaine d'activité si nécessaire. Et puis enfin, en dernier point, on verra les us et coutumes, comment bien faire du business avec la Thaïlande. Il y a des choses à faire, évidemment, des choses à ne pas faire. Donc, on verra ça dans le dernier point abordé ce matin. On démarre avec le premier point. Estelle, je te laisse la parole. Très bien, merci beaucoup Karen. Encore une fois, bonjour à tous. Je suis ravie de pouvoir être parmi vous ce matin. Donc effectivement, comme l'a précisé Karen, je suis basée à Bangkok. Pour information, ça va faire maintenant plus d'1 an et demi que je suis en poste en Thaïlande, et auparavant, j'étais 8 ans à Singapour et 4 ans en Australie. Donc du coup, ça va être intéressant, je dirais également pour toute cette région, on va dire, qui est également l'ASEAN-Océanie. Comme le disait Karen tout à l'heure, la Thaïlande, bien sûr, on va rentrer dans le vif du sujet et voir concrètement les opportunités, mais ce qu'il faut voir, c'est également Thaïlande, porte d'entrée sur cette région qui est l'ASEAN-Océanie, qu'on ne connaît pas, je dirais, peu depuis la France. Et il y a quand même quelques aspects à retenir. Premièrement, il faut savoir que c'est la 3e région la plus dynamique au monde, après la Chine et l'Inde. C'est une très grosse zone. Au total, c'est pratiquement 700 millions d'habitants, donc un énorme potentiel. Surtout dans les points à retenir, on a une classe moyenne qui explose. Pour vous donner une idée, en 2010, la classe moyenne représentait 29% de la population. En 2030, on estime qu'elle représentera 65%. Donc surtout, je dirais, les secteurs, les biens de consommation et puis les infrastructures, tout ça, est clairement très, très important. On est sur une population très jeune. Alors là, je parle bien de la zone parce que vous verrez quand on va aborder le sujet Thaïlande, ça sera différent. Sur cette zone, on est sur une population jeune. 50% de la population a moins de 30 ans. Donc ça, c'est un vrai point. Et puis, si on regarde effectivement la Thaïlande comme porte d'entrée sur cette zone, alors bien sûr, on connaît Singapour, qui est également un hub. La Thaïlande, suivant les secteurs, sera une vraie porte d'entrée, et alors notamment si on regarde tout l'ASEAN Nord, à savoir Vietnam, Birmanie, Cambodge, Laos. Beaucoup de choses se font vraiment depuis la Thaïlande. Du coup, je te propose, Karen, si tu veux passer au slide suivant. Voilà. Donc, avant de commencer, vous donner un petit peu une idée sur la Thaïlande. La Thaïlande, vous allez voir, alors sur un point de vue de taille, on est sur un pays finalement qui est assez similaire à la France. En termes de superficie, on est quasiment à la même chose. En termes de population, on est à 69 millions d'habitants. Donc, 2 pays sur une taille très, très similaire. Après, effectivement, et on y reviendra en fin de webinaire, la partie culturelle, parce que vous verrez que pour y faire des affaires, du coup, on a cet impact culturel qui est important. On est dans un pays qui est à 90% bouddhiste. Donc, vraiment la première religion du pays, suivie de l'islam, bien loin derrière, 5%. Alors, on est dans un pays qui est en fait une monarchie constitutionnelle. Alors, vous en avez peut-être entendu parler ces derniers temps dans la presse et à la télé en France, parce que ça fait un petit peu de bruit en ce moment. Donc, on est dans un pays où depuis 1932, on est exactement sur ce régime. On a un nouveau roi depuis 2016.
Et c'est vrai que ce nouveau roi a une particularité en fait de gouverner, parce que le roi a beaucoup de pouvoir dans le pays, de gouverner le pays depuis l'Allemagne. Bon, ce qui a un petit peu changé depuis quelques mois, mais c'était cette particularité où il était tout le temps en Allemagne. Et je dirais que c'est là que vous avez pu avoir des premières manifestations que vous avez dû entendre à la télé. Et c'est quelque chose qui est vraiment nouveau en Thaïlande, puisque comme vous le verrez un petit peu plus tard sur la partie culturelle, la monarchie est un vrai tabou. On ne parle pas de monarchie en aucun cas dans ce pays. Donc c'est une vraie première d'avoir le peuple qui descend dans la rue pour critiquer les pratiques actuelles. On a également bien sûr un Premier ministre qui est en fait, vous vous souvenez, peut-être on a eu le dernier coup d'État en 2014. Donc il faut savoir que les coups d'État en Thaïlande, c'est quelque chose d'assez commun, d'assez récurrent. La vie politique se fait assez comme ça. Donc c'était, je dirais, le Premier ministre que vous voyez, qui est le général Prayut, donc le Premier ministre actuel, et celui qui a fait le coup d'État et qui a été élu par la suite par le peuple pour gouverner, diriger le pays en tant que Premier ministre. Je vous propose qu'on aille maintenant sur les aspects économiques. Donc, Karen le disait tout à l'heure, la Thaïlande, c'est la deuxième économie de l'ASEAN. Il faut savoir que depuis une dizaine d'années, c'est un pays où le PIB a doublé. Donc, bien sûr, maintenant, on est sur une croissance plus raisonnable, bien sûr, comme tout pays qui devient développé. Si on regarde 2019, on était à peu près à 2,4-2,5% de croissance. Bien entendu, comme vous en doutez, comme beaucoup de pays dans le monde, la crise de la Covid a eu un impact également sur la Thaïlande. On y reviendra tout à l'heure. Une récession de 6,6% pour 2020. Pour 2021, les prévisions du FMI sont entre 1,8 et 2,2% de croissance pour 2021. Alors, c'est une économie qui repose énormément, donc on le disait tout à l'heure, sur l'industrie, un très gros secteur industriel en Thaïlande, c'est près de 35% de l'économie. Bien sûr, comme tout pays développé, c'est un PIB qui se repose également sur les services. Et là, comme vous vous en doutez, je pense que beaucoup d'entre vous, vous connaissez peut-être la Thaïlande par son biais touristique. C'est un pays extrêmement touristique puisque le PIB, je dirais dans le PIB, le tourisme pèse à peu près 15%, voire si on regarde même de façon plus large, on peut monter jusqu'à 18-20%. Donc, vous imaginez bien sûr l'impact. Et puis, bien entendu, ça sera un des gros sujets qu'on abordera tout à l'heure. C'est un pays agricole. Donc, bien sûr, l'agriculture et représente une grosse partie également de ce PIB. Alors, je dirais que tu peux, Estelle, excuse-moi de te couper, en ce qui concerne la partie industrie, tu peux peut-être détailler quel type d'industrie oui, est particulièrement présent? Je dirais le gros de l'industrie, on va retrouver l'industrie automobile. C'est le premier producteur auto dans la zone Asie du Sud-Est, c'est la Thaïlande. Donc, il faut savoir que tous les constructeurs japonais, coréens, américains sont basés en Thaïlande. Et bien sûr, une très grosse production d'électronique. Donc ça, je dirais que c'est vraiment le gros. Et puis après, on va retrouver tout un tissu industriel classique sur d'autres secteurs. Merci. Je t'en prie. Donc après, je dirais qu'il peut être un point fort et un point faible. On est un pays qui, je dirais, 50% de son PIB, les exportations représentent 50% du PIB. Donc à la fois, c'est un pays très ouvert sur l'international, mais en même temps, ça veut dire que c'est un pays qui repose de façon très importante sur l'export. Donc c'est sûr que de même, l'année dernière, la situation a été un petit peu compliquée. Après, comme beaucoup de pays dans la zone, on est sur
une société qui a un faible taux de chômage, mais après, je dirais que ce n'est pas forcément très révélateur. Hein. Quand on met 1,1%, on est aussi dans un pays où, quand on n'a plus d'emploi, on n'a pas d'aide de l'État. Hein. Donc, dans tous les cas, on a un emploi. Si on perd notre emploi, on va devenir chauffeur de taxi ou livreur pour de la restauration rapide ou autre. Donc, c'est ce qui explique également le taux de chômage très bas. Autre aspect important dans l'économie du pays, c'est qu'on est dans un pays vraiment dominé par une oligarchie de grandes familles. Et ça, c'est très, très particulier à la Thaïlande. Vous avez en Thaïlande à peu près, on va dire, entre 30 et 40 entreprises qui détiennent, enfin 40 familles, pardon, qui détiennent 70% du pays. Donc, je dirais, on est vraiment sur des entreprises familiales qui se sont construites de génération en génération, souvent d'origine sino-thaï. On a eu une influence, bien sûr, chinoise depuis quelques générations. Donc, ces grands groupes, ces grandes familles sont souvent des sino-thaï. Et ça, pareil, ça aura un impact parce que vous allez les retrouver dans tous les pans de l'économie et tous les secteurs. Et c'est, je dirais, beaucoup de réformes que l'on peut voir dans le pays, ou beaucoup d'actions, on va dire plus que des réformes, sont vraiment portées par ce secteur privé et prennent souvent le dessus par rapport au public. On peut peut-être passer à la slide qui suit. Ok, donc le titre de cette présentation le dit bien, on est passé du Siam à la Thaïlande 4.0. Donc, qu'est-ce que c'est que cette Thaïlande 4.0? Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est dans un moment où on est, on va dire finalement, au 4e stade de croissance économique du pays. Si on reprend la Thaïlande dans ses débuts, la Thaïlande 1.0, on va dire, c'était un pays essentiellement basé sur l'agriculture. Puis, on a eu cette Thaïlande 2.0, où là, on était plutôt sur de l'industrie légère, ce qui fait que c'est aussi cette phase qui a permis au pays de passer d'un pays à faible revenu à un pays à revenu intermédiaire. Puis, on a eu Thaïlande 3.0, où là, pour le coup, c'est ce qu'on vit depuis les 30 dernières années, industriel, je dirais tout ce qui est industrie lourde, et puis les exportations. Donc ça, c'est vraiment, c'était encore jusqu'il y a encore quelques années. Et puis maintenant, avec cette vraie volonté du gouvernement de passer à l'étape qui suit, qui est la Thaïlande 4.0, qui là repose sur innovation, création de valeur ajoutée, digitalisation de l'économie. Donc là, bien sûr, cette Thaïlande 4.0, ça nous amène à plein de, je dirais, de grands programmes pour le pays. Et je vous ai mis une carte, puisqu'en fait, on a notamment une zone qui est un peu une zone pilote pour cette Thaïlande 4.0, que l'on appelle l'Eastern Economic Corridor, donc EEC, et qui se situe, comme vous le voyez sur la carte, à l'est de Bangkok. Donc, toute la zone, on va dire, pour ceux qui connaissent un petit peu la Thaïlande, toute la zone autour de Pattaya. Donc là, avec d'énormes investissements en infrastructures, que ce soit infrastructures de transport, que ce soit des infrastructures plus de réseaux. Donc là, c'est vraiment ici que se concentrent principalement ces actions. Malgré qu'après, on va revenir pour les différents secteurs, vous allez voir que ces plans de digitalisation de l'économie, on va les retrouver également un petit peu partout. Ok, donc, ouais, on peut, merci. Je vous disais tout à l'heure, peut-être que là, c'est un petit peu l'occasion de vous faire un point sur la situation Covid et également dans le pays. Donc, effectivement, il y a des secteurs qui ont été plus touchés que d'autres. C'est normal. On a parlé du tourisme tout à l'heure. Il faut savoir que Bangkok était en 2019 la ville la plus visitée au monde. Donc, et la Thaïlande, au total, c'est 40 millions à peu près de touristes par an. Donc, forcément, vous imaginez l'impact dans le pays. Donc, bien sûr, le tourisme, on va dire que ça fait partie des secteurs qui sont les plus touchés.
Et après, pas que, bien sûr, le transport aérien, comme on peut le retrouver. Le secteur automobile qui a souffert, puisque forcément, une baisse de revenus en ce moment. Et puis, le secteur agricole, qui là n'est pas forcément dû au tourisme, c'est que le pays a connu une sécheresse, je dirais, historique en 2020. Et donc là, inévitablement, ça a eu un impact. Les secteurs qui s'en sortent le mieux, finalement, c'est là où le gouvernement est quand même derrière, c'est tous les projets d'infrastructure, parce qu'eux sont maintenus. On peut y voir un petit peu de retard, mais il n'y a aucun arrêt, en fait, des projets. Le commerce de détail, je dirais la consommation continue, c'est là où ça va m'amener à la suite, c'est qu'on a une vie complètement normale en Thaïlande depuis fin mai, début juin. Donc, les commerces, tous les commerces sont ouverts depuis fin mai, début juin, ce qui fait que l'impact quand même sur le commerce de détail a été modéré. De même, les télécommunications fonctionnent bien et les services financiers également. Donc, là, pour savoir où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle, on est dans une situation où je dirais jusqu'à fin décembre, on n'avait pas eu un seul cas Covid dans le pays pendant 6 mois. Donc, ce qui fait qu'effectivement, on était dans une situation où les frontières étaient certes fermées, mais par contre, une vie normale dans le pays, une économie qui reprenait au fur et à mesure. Et puis, je dirais fin décembre, début janvier, il y a eu un petit un incident qui a fait que le nombre de cas, c'est-à-dire que les premiers cas sont arrivés. Là, clairement, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez peut-être entendu ce genre de choses, par exemple, à Singapour. On est un petit peu dans ce même cas de figure en Thaïlande. La Thaïlande fait appel à je dirais, nombreux migrants étrangers, notamment birmans ou du Laos. Et puis, il s'avère que certaines de ces personnes se sont contaminées entre elles dans les dortoirs où ils logent. Et on a eu une certaine explosion des cas. Alors après, quand je vais vous dire le nombre de cas, je pense qu'effectivement, par rapport à la France, à d'autres pays en Europe ou ailleurs, bien sûr, on est bien en deçà. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je dirais qu'il y a quelques semaines, quand on était au pic du pic, on était à 800 cas par jour. Sachant que sur les 800 cas par jour, juste à Bangkok, c'est une quinzaine de cas par jour. Donc, ça reste très, très faible. Depuis, la situation évolue plutôt positivement. Quelques mesures avaient été prises il y a 3 semaines, 1 mois, fermeture des écoles, mais je dirais que fermeture des salles de sport. Très peu en soi, ça s'arrêtait à ça. Et puis là, ça y est, ça commence à être relâché. Donc, on retrouve une situation normale ici. Et pour votre information, je dirais que les frontières restent fermées, mais si vous souhaitez vous rendre en Thaïlande, c'est quand même possible. Cependant, vous serez sujet à faire une quarantaine dans un hôtel dans les hôtels qui sont dédiés à cet effet. Elle est de combien de temps, la quarantaine? Elle est de 15 jours. 15 jours pleins. Il faut une lettre d'attestation de l'entreprise qui accueille, il faut justifier d'un voyage professionnel ou quelque chose? Même pas. Un touriste peut venir, un homme d'affaires peut venir, je dirais sans visa sur une durée maximum de 45 jours. Par contre, la personne sera obligée de faire cette quarantaine en hôtel. Ça, c'est vraiment une obligation. Avoir un test négatif Covid avant de rentrer sur le territoire, puis après faire cette quarantaine. Et il y aura d'autres tests Covid pendant la quarantaine. Et ce qui fait que quand on sort de quarantaine, on peut rester complètement dans le pays pendant, donc, du coup, 45 jours, moins les 15 jours de quarantaine. Donc ça, c'est un point important parce qu'on le voit à l'heure actuelle, on a des sociétés pour qui la Thaïlande, c'est un marché où ils ont des sujets en cours, des appels d'offres en cours, et ils se disent, bon, c'est pas grave, la quarantaine, je la ferai parce qu'il y a un moment donné, il faut que je me déplace. Donc voilà, juste avoir en tête que c'est quand même possible. On va passer au point 4 avec les focus sectoriels. Exactement. Alors, donc, je vais essayer d'être… vous allez voir, les slides sont assez détaillés. L'idée, c'est que vous ayez un maximum d'infos. Je n'irai peut-être pas forcément dans le détail de tout. L'idée, c'était de sélectionner les secteurs qui nous paraissent les plus prioritaires par rapport au savoir-faire de nos entreprises bretonnes.
Et d'abord, un des secteurs, c'est le secteur de la santé. On ne le sait pas forcément, la Thaïlande est un hub pour le tourisme médical, juste après Singapour. Pourquoi? Parce qu'on est dans un pays qui a un système de santé très bon. Il faut savoir que la Thaïlande est classée 6e au niveau mondial. Enfin, à titre de comparaison, la France doit être 12e ou 13e. Ce qui fait qu'on a vraiment des personnes de toute la zone qui viennent, Asie, du Pacifique, Australie, Nouvelle-Zélande, Moyen-Orient, et qui viennent se faire soigner en Thaïlande parce que les soins sont de très très bonne qualité. Alors, hormis, je dirais, ce tourisme médical, qui est bien sûr une des cibles importantes ici, l'État et la Thaïlande à proprement parler a également, je dirais, des atouts qui font que, des facteurs, on va dire, qui font que c'est également un marché local très important. Et là, je dirais qu'on peut citer 3 facteurs de croissance. Tout d'abord, en fait, si on regarde, et par rapport à d'autres pays de la zone, on est sur un pays avec une couverture sociale. C'est-à-dire qu'à peu près 98% des Thaïlandais sont couverts. Alors, ce n'est pas vraiment une sécurité sociale, mais ils sont couverts, que ce soit par l'État ou via leur entreprise. Donc ça, c'est un point important parce que c'est ce qui fait et ce qui a vraiment propulsé l'accès aux soins. Après, comme tout pays développé ou qui va vers le développement, on a une société qui est de plus en plus vieillissante. Donc, il faut se dire qu'à l'heure actuelle, les moins de 60 ans, c'est 10% de la population. D'ici 2030, ça sera 20% de la population. D'ici 2040, on sera à 25% de la population qui aura plus de 60 ans. Donc ça, bien sûr, c'est un des gros aspects également. Et puis, un troisième facteur qui est clairement l'augmentation de la population urbaine et du coup, des changements de mode de vie. Et là, pareil, on va retrouver ce qu'on va retrouver dans les pays développés, c'est une vraie augmentation des maladies chroniques. Pour vous donner un exemple, on a une grosse montée du diabète en Thaïlande. C'est un pays où on mange très, très sucré. À l'heure actuelle, c'est 200 morts par jour du diabète. Donc, c'est un vrai, vrai sujet. Ce qui fait que tout ce que j'ai pu vous dire, ça amène bien entendu beaucoup d'opportunités pour nos entreprises. Là, pour le coup, la Thaïlande va être à la recherche d'entreprises très innovantes. Pourquoi? Parce que comme vous l'avez vu, en se plaçant et se positionnant comme hub médical, il faut savoir se différencier des autres pays. Donc, ils doivent rester à la pointe de l'innovation. Donc, dans le gros, je dirais des opportunités, bien sûr, on va avoir tout ce qui est dispositifs médicaux. Faut savoir qu'à l'heure actuelle, la Thaïlande produit très peu de dispositifs médicaux. En gros, 70% de ces dispositifs médicaux viennent de l'étranger. Ils ont besoin de technologies étrangères là-dessus. Donc ça, c'est un des aspects. Également, on parlait de population vieillissante. Donc tout ce qui va, je dirais, aider à faire qu'on accompagne cette population vieillissante. On était dans une société où auparavant, les anciens habitaient avec leurs enfants, leurs petits-enfants. C'était les enfants qui prenaient soin des anciens. C'est plus comme ça maintenant, ça évolue d'année en année et donc il faut accompagner cette population vieillissante. Également tout ce qui est nourriture médicale, autre point. Tout ce qui est médecine personnalisée et puis tout ce qui va toucher les maladies chroniques, comme je le disais tout à l'heure. Voilà un petit peu pour les aspects santé. Ce que je n'ai pas parlé, c'est télémédecine. Bien entendu, c'était déjà un très gros sujet en Thaïlande avant la crise Covid. Comme vous vous en doutez, avec le Covid, ça a encore plus mis en exergue ce besoin de comment est-ce qu'on soigne au mieux les personnes à distance et comment est-ce qu'on utilise les nouvelles technologies là-dessus. On peut passer aux cosmétiques.
Donc là, les Est-ce qu'il y a cosmétiques… peut-être, avant de passer aux cosmétiques, est-ce qu'il y a des questions sur le secteur santé? Si ce n'est pas le cas, on va passer à la cosméto. Mais voilà, encore une fois, si plus tard vous avez des questions qui vous viennent, contactez-nous par téléphone ou par mail et puis on On répondra répondra, à vos exactement. questions. Bon, je crois qu'il n'y a pas de questions, donc on va passer au secteur cosmétique. Cosmétique, alors pareil, autre secteur. Je pense qu'en fait, au début, j'ai pensé vous mettre un slide avec tous les clichés de la Thaïlande, les plages, les temples. Et je pense que tout ça, voilà, ça fait partie des secteurs où on ne se doute pas en Thaïlande. Donc la Thaïlande, c'est le deuxième pays producteur de cosmétiques en Asie-Pacifique. Les premiers étant les Coréens. Les deuxièmes sont les Thaïlandais. C'est un marché qui est en très très grosse croissance. C'est un marché qui a 8-9% de croissance chaque année. La Thaïlande va produire, je dirais, pour deux types, à la fois des marques étrangères qui font produire en Thaïlande, et puis également, on va avoir, je dirais, de plus en plus de marques locales qui se créent. Que l'on voit également maintenant partir à l'international et qui sont des marques, pour ces marques locales, plus positionnées sur le naturel, le bio, et ça c'est quelque chose que l'on va retrouver dans beaucoup de secteurs, ce côté où on retourne de plus en plus vers la nature. La France est plutôt bien placée dans ce secteur. Alors, suivant, on regarde les parfums, le segment dermocosmétique, et puis les cosmétiques à proprement parler. Et même si on le voit sur les cosmétiques à proprement parler, bien sûr, il y a une forte concurrence, notamment des pays voisins, Corée, Japon. Donc ça, je dirais que c'est un point important. Alors après, qu'est-ce qui fonctionne du coup, qu'est-ce que les Thaïlandais vont rechercher? Comme vous savez, pour commencer, on a une façon différente, peut-être les perceptions sont différentes en Asie, perception de beauté, on est dans un pays et puis du coup dans une zone où avoir la peau blanche est un vrai signe de beauté. Pourquoi? Parce que si on a la peau blanche, ça veut dire qu'on travaille en bureau, ça veut dire qu'on ne travaille pas en extérieur et qu'on ne prend pas le soleil. Quand on a une peau mate, ça veut dire qu'on travaille sur un chantier, on travaille dans les champs. Et donc, c'est ce qui va montrer également l'appartenance sociale à une personne. Donc, tous les produits blanchissants, bien sûr, sont très, très tendance ici. Après, on est dans un pays où on a un climat chaud et humide. Donc, avec un climat chaud et humide, forcément, on va avoir des peaux atopiques. Donc, tous les produits anti-acné, toute la dermocosmétique, en fait, sera extrêmement recherchée. Et puis après, on est dans un pays, on en parlera un peu plus tard, un pays qui est pollué. C'est le 28e pays le plus pollué au monde. Et puis, à raison de 2-3 mois par an, il fait partie du top 5 des pays les plus pollués. Donc, forcément, également, tout ce qui est produit, je dirais, cosmétique, anti-pollution, ça se développe énormément. Donc, sachez que dans ce secteur, du coup, il y a beaucoup, beaucoup d'événements et de salons qui existent dans le pays parce que c'est un vrai player au niveau, même au niveau mondial, je dirais. On n'est même pas que sur du régional. Alors, pareil, je ne sais pas s'il y a des questions sur les cosmétiques ou est-ce qu'on… Il n'y a pas de questions pour l'instant, non. Donc, on va pouvoir passer au secteur suivant. Donc, gros secteur majeur, secteur agri, secteur agro. Exactement. Donc, du coup, tout à l'heure, vous avez vu, quand j'ai commencé la présentation, je vous ai dit, on a des vraies similarités entre France et Thaïlande sur un point de vue démographique, géographique. Voilà. Et je dirais que là encore, on va avoir un point important, c'est que l'agriculture en Thaïlande occupe une place prépondérante. 40% du territoire thaïlandais est dédié à l'agriculture. Alors après, là-dessus, par contre, c'est peut-être là où les points en commun se limitent.
parce que même si on va avoir une surface agricole qui est à peu près identique à la France, pour le coup, on ne va pas être du tout sur les mêmes tailles d'exploitation. En Thaïlande, les exploitations sont beaucoup plus petites, en moyenne 10 fois plus petites qu'en France. Pour vous donner une idée, si on regarde le nombre d'exploitations agricoles, en Thaïlande, on a 6 millions d'exploitations agricoles. En France, de ce que je comprends, c'est à peu près 450 000 exploitations agricoles. Sauf que sur ces 6 millions en Thaïlande, c'est 90% des exploitations qui font moins de 6 hectares et demi. Donc vous voyez, des exploitations beaucoup plus petites qu'en France. Alors après, je vous disais, c'est un pays agricole, c'est le premier exportateur mondial. Donc je dis bien exportateur, parce que je différencie bien de producteur. Donc c'est le premier exportateur mondial de manioc, de caoutchouc. Suivant les années, c'est le premier, deuxième exportateur de sucre de canne, de riz. Sachant que quand je vous parlais tout à l'heure des terres agricoles, c'est vraiment le riz qui domine en Thaïlande. 50% des terres agricoles sont dédiées au riz, à la culture du riz. Alors après, en plus, finalement, en plus la Thaïlande d'être un pays avec des ressources naturelles abondantes et disponibles, c'est également un pays avec une main-d'œuvre qualifiée. On voyait tout à l'heure, c'est un pays maintenant qui est développé. Ce qui fait que du coup, on a un secteur de la transformation agroalimentaire qui est également très important. Et là, pour le coup, on va les retrouver sur l'ananas, le thon, les fruits au sirop. Faut savoir qu'auparavant, ils étaient très bons aussi sur la crevette. Alors, ils ont eu un problème il y a quelque temps sur le syndrome de mortalité précoce. L'idée était à l'époque de vouloir augmenter les rendements et donc effectivement ils ont eu quelques petits soucis et ils ont baissé puisqu'ils sont devenus 6e au niveau mondial. Alors du coup, quand on voit toute cette partie, je dirais agri, là, et je vous ai mis les chiffres, je vous ai mis les marchandises, le matériel qui est importé, je vous ai mis comment était positionnée la France. Alors comme on le voit, en fait, on est sur un secteur où il y a tout à faire, puisque comme on le voit, la France, elle est très, très peu présente pour l'instant. Alors que, et là, c'est là où j'attire quand même votre attention, je dirais que j'ai des sociétés qui vont me dire « Ah, mais ça, c'est parce qu'il y a une forte concurrence asiatique. » Oui, mais pas que. Pas que. Bien sûr, les Japonais, les Coréens, les Chinois sont présents. Mais les Allemands se débrouillent très bien ici. Les Américains se débrouillent très bien ici. Donc, je dirais qu'on n'est pas que sur du matériel qui vient d'Asie. Et je pense qu'on a une profonde méconnaissance. Donc, on ne connaît pas forcément la Thaïlande en France sur ce marché. Donc, il y a vraiment tout à faire. Et on l'a vu tout à l'heure, parce que la Thaïlande, elle est clairement en train de faire une transition d'un pays en voie de développement à un pays développé. Donc du coup, et là, je pense que toutes nos entreprises françaises ont vraiment une clé à jouer puisqu'il y a un vrai besoin d'augmenter la productivité, limiter les pertes. La main-d'œuvre va aller de plus en plus chère, comme dans tous les pays. Je vous ai parlé tout à l'heure de la solution, entre guillemets, de la main-d'œuvre étrangère, mais ça, ce n'est pas quelque chose qui va marcher indéfiniment. Donc, on est dans un pays qui a un vrai besoin de modernisation sur ce secteur. Ce qui fait que, pour moi, ce que je vois en opportunité sur ce secteur, agriculture, élevage, on va dire, on va avoir besoin de machines faciles d'utilisation à réparer et à entretenir. On est dans un pays où ils réparent, ils ne changent pas de machine parce que il y a des choses qui ne vont pas. Non. D'ailleurs, pour le coup, si on regarde dans nos importations ou exportations françaises, c'est limite sur la pièce détachée que l'on fonctionne très, très bien. Donc voilà, c'est des personnes qui réparent. Donc, c'est vraiment ce qu'ils vont regarder sur la machine. Facile d'utilisation, réparable par eux-mêmes et entretenir par eux-mêmes. Bien sûr, ils sont, et encore plus en ce moment, à la recherche de solutions efficaces pour lutter contre les problèmes sanitaires, notamment sur tout ce qui va être traitement de l'eau, le contrôle des salles,
toutes les, je dirais, les technologies pour éviter les risques d'épidémie. Contrôle de température, d'humidité, voilà, on va retrouver ça. Pareil sur la partie aquacole, tout ce qui est mesure pour la qualité de l'eau. Pareil, ça sera des technos qui vont rechercher. On n'a pas parlé de tout ce qui était pesticides. C'est un sujet en Thaïlande. Il faut savoir qu'à un moment donné, le gouvernement, c'était fin d'année, il y a un peu plus d'un an maintenant, avait décidé de mettre en place un ban, une interdiction sur certains pesticides. Bon, au final, ils ont fait marche arrière, mais c'est quelque chose qui reviendra certainement. Donc, ils sont vraiment de plus en plus à regarder des choses qui ont le moins d'impact possible sur l'environnement et sur la santé. Les Thaïlandais sont de plus en plus concernés par les aspects santé. Il faut savoir que, et on le voit en pleine crise Covid à l'heure actuelle, le Thaïlandais va avoir peur. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont très disciplinés là-dessus, ils ont peur. Donc ce côté santé est très important. Si je regarde tout ce qui va être transformation agroalimentaire, pareil, il y a vraiment des besoins là qui pour le coup sont constants, puisque quand on regarde en fait c'est la moitié des équipements qui viennent de l'étranger, donc une grosse part. Il n'y a pas de production locale d'équipements sur le haut de gamme, et ils sont obligés d'aller sur le haut de gamme. Pourquoi? Parce qu'ils vont de plus en plus vers des produits complexes, l'alimentation saine, les plats préparés. Donc, du coup, ils ont besoin de machines de plus en plus élaborées, puisque, je dirais, ils vendent à tous ces pays développés en Europe, aux US, au Japon, qui ont des normes très strictes. Et donc, du coup, ils ont besoin d'avoir les machines en conséquence. Un point packaging aussi. Le packaging est un secteur avec d'énormes opportunités sur le éco-durable, le réutilisable. Comme beaucoup de pays en ce moment, je dirais avec la crise, la livraison à domicile est en plein boom. Et on voit que de plus en plus, on va sur du packaging de petite taille, individuel. Donc là, ils sont vraiment à la recherche de produits innovants. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie agriculture, élevage? Oui, il y a une question de Thomas concernant l'agroalimentaire. Est-il obligatoire d'enregistrer nos produits avec les organismes locaux thaïlandais? Si oui, est-ce long et coûteux? Alors oui, pour le coup, la Thaïlande est très stricte. Je dirais que je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de travailler avec le Japon, mais très souvent, on les met un petit peu sur le même niveau je dirais, de côté strict. Donc oui, les enregistrements doivent se faire auprès de la FDA, la Food and Drug Authority thaïlandaise. Ça, c'est quelque chose qui est forcément fait par votre partenaire en local. Je dirais les délais et le coût, ça va dépendre des produits. Globalement, 2-3 mois, mais encore une fois, ça dépend vraiment des produits. Là, c'est quelque chose sur lequel, si vous nous en dites un peu plus, on pourra regarder avec l'équipe et puis vous dire à peu près en termes de coût et de délai ce que ça devrait représenter. Ce que je vous propose, Thomas, c'est d'échanger par mail après le webinaire. Si vous avez vraiment des questions spécifiques par rapport à vos nomenclatures produits, si vous voulez plus de détails, on pourra vous aiguiller après le webinaire. On vous recontactera. D'autres questions peut-être? Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Okay. N'hésitez pas, c'est le moment avant que l'on aborde un autre secteur d'activité. Écoutez, Estelle, je ne vois pas d'autres questions tomber. On va avancer. Bon, après, on pourra revenir en arrière aussi. Exactement. Donc là, on va toujours rester dans tous les cas sur des sujets
proche, là, plus sur tout ce qui est nutrition, santé animale. Alors, avant de rentrer finalement dans la nutrition et la santé animale, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la Thaïlande, c'est un gros producteur de viande. Donc, principalement, on va dire viande de poulet, de porc. C'est un gros producteur de crustacés également. Sur le poulet, donc c'est pas forcément connu, mais c'est le 3e producteur mondial. C'est le premier fournisseur de l'Europe en termes de chair de poulet. Donc, c'est un très, très gros player. Et en fait, c'est un secteur, pour le coup, sur cette production de viande qui est extrêmement concentré, puisqu'en gros, on a 10 entreprises qui détiennent 90% du marché de l'élevage. Dans ces 10 entreprises, il y en a certainement que vous devez connaître, qui sont des très, très gros, CP Group, Betagro. Et là, eux, on va les retrouver. Bien sûr, c'est des mastodontes complètement omniprésents. Et quand je vous parlais tout à l'heure de familles qui détiennent l'économie du pays, typiquement, si on regarde un CP Group, c'est complètement ça. Hein. C'est un Sinotaï qui a commencé à créer sa structure il y a quelques générations. Donc, alors après, ce qui fait que bien sûr, c'est un secteur du coup, qui est très concentré, mais pas du tout impossible à rentrer. On le voit d'ailleurs, hein, le positionnement de l'offre française est plutôt bon sur ce secteur. Du coup, forcément, tout ça, ça nous amène à de la nutrition animale. Donc, il faut savoir qu'il y a de la production d'alimentation animale en local. On l'estime à peu près à 20 millions de tonnes par an. Et là, c'est une alimentation qui est vraiment consacrée à l'élevage de poulets et de cochons, qui sont en gros, comme je le disais tout à l'heure, les 2 élevages les plus importants du pays. Pour que vous ayez une idée, là où en fait en France, de ce que je comprends, l'alimentation animale représente à peu près 45-60% des coûts de production, notamment sur la volaille, en Thaïlande, l'alimentation va représenter 70% des coûts. Sachant que la main-d'œuvre et le foncier, bien sûr, en Thaïlande, sont beaucoup moins importants qu'en France. Donc, du coup, on voit que la partie alimentation animale représente un coût très, très important ici. Sur la santé animale, là, pour le coup, on ne va pas avoir de production de vaccins en Thaïlande. Le marché est peut-être un petit peu trop restreint pour ça. Par contre, sur tout ce qui va être antibiotiques, par exemple, là, on va avoir une production locale, mais qui va être réalisée par les grandes entreprises d'élevage. Je les citais tout à l'heure, les CIPI, les Betagro. C'est eux qui vont produire ces antibiotiques. Donc là, il faut savoir que sur l'alimentation, sur la santé, la France est bien placée, continue à avoir vraiment des vraies opportunités. Là où on voit beaucoup d'opportunités, c'est sur tout ce qui est aliments complets, les compléments alimentaires, les prémix. C'est vraiment un marché qui est en croissance continue. Bien sûr, du coup, quand on regarde santé animale et nutrition animale, c'est bien sûr la nutrition animale qui domine. Hein. La santé animale est quand même, en termes de chiffres, bien sûr, nettement moindre que la nutrition animale. Est-ce qu'il y a une réelle volonté en ce qui concerne le bien-être animal? Dans beaucoup de pays, c'est une orientation incontournable dans les élevages. Est-ce qu'il y a cette préoccupation-là aussi en Thaïlande? Parce que du coup, les besoins vont être différents. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est quelque chose que l'on voit maintenant depuis quelques temps. Et pareil, alors oui, il y a des mesures gouvernementales, mais c'est aussi surtout le privé là, qui prend le lead là-dessus. CIPI dernièrement a fait des annonces justement sur tous ces élevages de poulets. On est de plus en plus sur bien sûr le bien-être, l'élevage en plein air. Donc oui, il y a des actions et on voit également cette évolution ici. Et le bio? Le bio également. On en parlera peut-être un peu plus dans le food tout à l'heure, mais déjà les tailles eux-mêmes sont de plus en plus, je dirais, sensibles à ça, premièrement. Deuxièmement,
les exportations, donc inévitablement les marchés vers lesquels la Thaïlande exporte sont extrêmement sensibles au bio. Et puis après, il y a toute une partie de la population, je dirais, d'expatriés et puis en temps normal de touristes. Une proportion importante, hein, donc, et des personnes qui sont du coup sensibles au bio. Donc oui, après, je dirais que bien sûr, là-dessus, on n'est pas comme, c'est pas un pays aussi avancé qu'on aurait en Australie, mais c'est une vraie tendance. Peut-être, alors, sujet un peu différent, les animaux de compagnie. Il faut savoir que c'est un marché en croissance complètement à la mode. Donc forcément, bah, ça aussi, hein, ça va avec, très souvent, ça va avec le développement du pays et la Thaïlande, je dirais, se westernise de plus en plus. Hein, donc, et prennent, enfin, la Thaïlande prend un peu les modes de vie que l'on a en Occident. Et donc, avoir des animaux de compagnie, ça en fait partie également. En plus de ça, il faut savoir que c'est un secteur qui est très, très impacté par les influenceurs. J'en parlerai tout à l'heure parce que il y a un gros sujet réseaux sociaux en Thaïlande. La communication est importante. Et alors, sur ce secteur, les animaux de compagnie, ça passe par ce secteur, par ces influenceurs qui vont parler de leur chat, de leur chien. Donc ça, c'est un des points. Alors, on était dans un pays plutôt chien. Il faut savoir que le roi d'avant, hein, le père du roi actuel, avait lui-même pris un chien. C'est là un petit peu que ça a commencé aussi en Thaïlande à ce qu'il y ait, à ce que les Thaïlandais considèrent avoir un animal de compagnie. Mais avec ces influenceurs, d'ailleurs, de plus en plus, le chat devient à la mode. Donc ça, c'est quelque chose de très récent. Alors après, pourquoi ce secteur, il augmente? D'abord, on en a parlé tout à l'heure, on a une population senior de plus en plus. Donc forcément, ce sont des personnes qui cherchent un petit peu plus de compagnie. Après, on a un pouvoir d'achat qui augmente. Ce qui fait que, bien sûr, auparavant, on ne se souciait pas forcément de l'alimentation de son animal de compagnie. Maintenant, on va vraiment chercher la nourriture qui va bien et les accessoires qui vont bien. Alors après, si on regarde le marché, finalement, la France est plutôt très bien placée en tant que, je dirais, fournisseur de la Thaïlande. Ça fait partie, suivant les années, ils sont dans le top 3. Hein, premier, deuxième, troisième, ça varie. Pour l'alimentation des animaux de compagnie. Mais alors après, je dirais que je vais un petit peu contrebalancer tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une très grosse production locale quand même. Donc, c'est-à-dire que bien sûr, il y a les exportations, mais finalement, ces exportations, ça représente à peu près 10% du marché. Ça veut dire que le reste, il est produit localement, mais pas par des marques locales. Hein. Il n'y a pas vraiment, je dirais, de production locale par des sociétés locales. On est plutôt sur des marques étrangères qui produisent localement. On est sur un secteur où on est plutôt à la recherche de marques étrangères d'ailleurs. Hein, c'est pas forcément des marques, c'est pas des marques locales. Le réseau de distribution du pet food, Estelle, on est plutôt dans les grandes surfaces là ou dans des réseaux spécialisés? On est plutôt dans des grandes surfaces, même si de plus en plus on voit des magasins spécialisés apparaître. Mais on est sur de la grande surface. Voilà. Là où on voit la plus grosse croissance, en fait, hein, c'est sur les produits premium dans ce segment. Et ça, c'est vrai qu'on le voit. Alors, c'est vrai pour ce segment, hein, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres segments. Et ça va également avec cette classe moyenne, voire moyenne aisée, hein, qui augmente. Pareil sur tout ce qui est aspect nutrition et santé animale et animaux de compagnie. Est-ce qu'il y a des questions en particulier? Je vois rien qui tombe. N'hésitez pas, on avait plusieurs sociétés ce matin dans le pet food justement et puis dans la nutrition santé animale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas avant que l'on passe au focus sectoriel suivant.
Bon, même discours que pour les secteurs précédents. Hein. Si des questions vous viennent ultérieurement, envoyez-nous un mail ou contactez-nous par téléphone et puis on organisera une visio, un échange pour répondre en détail à vos questions. Parfait. Donc, du coup, on peut faire ça. Ouais, on va passer. Il n'y a pas d'autres questions là-dessus. Donc là, petit panorama par catégorie produits sur l'agroalimentaire. Voilà. Donc, là, du coup, autre point en commun que l'on a avec la Thaïlande, c'est la nourriture. Les Thaïlandais sont passionnés de nourriture. C'est une des activités favorites des Thaïlandais. On est d'ailleurs dans une société qui mange tout le temps. Hein. Ce n'est pas forcément ici 3 repas par jour comme on l'a chez nous. Ils vont manger en petite quantité et plusieurs fois. Le matin, puis à 10 heures, puis le déjeuner, puis un goûter, puis un pré-dîner, puis un avant-coucher. Enfin, donc voilà, on mange tout le temps et on mange en dehors de la maison. Et pour vous dire à quel point en fait cette nourriture et cette tradition elle est imprégnée dans la culture thaïlandaise, si je traduis le comment vas-tu en thaï, on le traduit littéralement, on dit en fait est-ce que tu as mangé ton riz? Donc c'est pas comment vas-tu, c'est est-ce que tu as mangé ton riz? Et là, en fait, on se rend compte que c'est une vraie passion. Et quand vous venez dans le pays, on s'en rend compte. Ce qui fait que du coup, on l'a vu, certes, c'est un pays agri et c'est un pays agro. Par contre, on ne va pas tout trouver localement. Et là, je parle aussi bien pour la consommation locale, donc les locaux eux-mêmes, les expatriés. Donc ça, c'est pareil, les expatriés, il ne faut pas les oublier. Pour avoir un ordre d'idée, on a 200 000 Européens à peu près. On a 50 000 Nord-Américains, on a 80 000 Japonais. Hein. Il faut savoir que Bangkok, c'est la deuxième ville japonaise au monde. On a une très grosse communauté ici. Et puis après, on a tous les touristes. Hein, tous ces touristes, ou en temps normal, je vous disais tout à l'heure, 40 millions de touristes par an. Donc, ce qui fait que toutes ces personnes, elles ne vont pas forcément rechercher que des produits complètement locaux. Et clairement, c'est là qu'il va y avoir de vrais besoins. Alors, je vous ai mis quelques secteurs. Bien sûr, la boulangerie, c'est pourquoi on est connu, c'est un vrai marché en hausse et conséquent, même si c'est un secteur de niche. Clairement, là, la cible, c'était surtout les expatriés, mais ça également, ça évolue. Ça évolue parce que les mœurs taille évoluent également et donc la classe moyenne et aisée, comme je vous disais tout à l'heure, cette classe moyenne, elle se met sur un modèle western et puis elle voyage. Souvent, ils ont étudié à l'étranger, donc ils ont pris certaines habitudes. Pour votre information, cette classe moyenne aisée à l'heure actuelle en Thaïlande, c'est à peu près 10% de la population. En 2035, ça sera 50% de la population. Et c'est ceux-là qui, comme je vous le dis, ils sont extrêmement éduqués et ils se mettent à des mœurs qui ne sont pas forcément thaï. Et ça, on le voit typiquement également sur le vin. Alors, la Thaïlande, ce sont les Thaïlandais des très gros consommateurs d'alcool. Bien sûr, on le sait, on est un pays de bière en Thaïlande, mais le vin augmente. Le vin devient également à la mode. Le cidre, pour le coup, le cidre, on va se dire, pour l'instant, c'est encore assez méconnu des Thaïlandais. On a vu un petit boom il y a 3-4 ans, en même temps que les bières artisanales. Pour l'instant, c'est quand même une présence importante des anglo-saxons que l'on a. Mais je dirais qu'il y a une vraie méconnaissance sur le cidre. Et puis, le cidre, ça a une faible teneur en alcool. Donc, ils connaissent vraiment peu. Alors après, les Thaïlandais ne boivent pas que de l'alcool, ils boivent aussi beaucoup d'eau. Donc, il faut savoir que les eaux françaises sont très populaires. La France est le premier fournisseur d'eau en Thaïlande. Donc là-dessus aussi, il y a de grosses opportunités. Je n'ai pas parlé des jus, mais c'est pareil. De plus en plus, et tout ça, ce sont des produits non taxés, hein, l'eau, les jus. Donc, ça fait partie des choses où taxé est surtout plus facile à importer.
Je dirais, là, pour le coup, le circuit en soi, enfin, qu'est-ce qui marchera le mieux? Bien sûr, c'est le secteur HoReCa, hôtellerie, restauration, café. C'est là on va retrouver les clients. Pourquoi? Alors, pour vous donner une idée, la Thaïlande, c'est... Alors, ne serait-ce que Bangkok. Bangkok, c'est 61 000 restaurants, c'est énorme. Beaucoup de restaurants étoilés en Thaïlande, hein, 29 restaurants étoilés en 2020 et 24 ayant une étoile et les autres ayant 2 étoiles. Beaucoup d'hôtels également. Et en gros, donc c'est à peu près 11 000 hôtels. Sur ces 11 000 hôtels, c'est à peu près 70% qui a entre 3 et 5 étoiles. Donc sur la catégorie qu'on va viser en fait, hein, puisque je dirais ce qui va être intéressant ici et les opportunités, c'est vraiment sur les produits gourmets et les produits de luxe. Donc en fait, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de similitudes hein, entre nos pays et du coup, on parlera de la pratique des affaires tout à l'heure, encore une fois, mais la nourriture fait partie des sujets de conversation dans le small talk que l'on aura avec les interlocuteurs ici, où l'on parlera facilement avant parce que c'est des vrais sujets. Tu parlais tout à l'heure du goût prononcé de la culture culinaire des Thaïlandais pour le sucré. Là, tu as fait un petit focus boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, mais en ce qui concerne les produits sucrés en général, sous forme de snacking ou pas d'ailleurs, est-ce qu'il y a une opportunité aussi pour nos fabricants bretons ou est-ce que la production et l'achat du coup est plutôt local? Oui, non, énormément. Là, pour le coup, sur le snacking, c'est pareil, c'est quelque chose qui augmente énormément et où là, pour le coup, oui, bien sûr, il y a de la production locale et il y a des choses, hein, il y a une offre. Mais après, clairement, quand on parle à nos partenaires ici, hein, nos gros retailers, justement, les grandes chaînes de distribution, c'est le snacking qui fait partie également des grosses opportunités. D'accord. Une question qui tombe. Une question sur le pet food. Bon, on va finir ce petit focus produits alimentaires, Anthony, si vous voulez bien, puis on va revenir sur le pet food quand Estelle aura terminé cette partie. Ouais. On a une autre question de Julien par rapport... Alors, n'ayant pas d'accord de libre-échange pour les produits de BVP, quelle est la valeur de la taxe à l'arrivée à payer pour un importateur et un agent importateur? Alors, effectivement, donc pas d'accord de libre-échange entre la Thaïlande et l'Europe. Donc, peut-être c'est intéressant de refaire un point rapide là-dessus. Il faut savoir que les négociations entre l'Union européenne et la Thaïlande avaient été stoppées au moment du coup d'État. Il faut savoir qu'elles commencent à reprendre là. Donc, on peut s'attendre normalement, pour votre information, à un potentiel accord d'ici, bon, ça prend un petit peu de temps, hein, tout ça, donc d'ici 3 ans. Effectivement, après, sur les taxes, bah, pareil, ça va dépendre des produits. Certains produits sont plus taxés que d'autres. Pareil, là, pour le coup, je peux vous inviter à nous donner les codes de produits. Voilà, ouais. Et on pourra vous dire exactement ce qu'il en est. Et l'autre question, quel est le ticket moyen pour un couple de Thaïlandais qui va manger à l'extérieur? Est-ce que tu as cette info? Je ne l'ai pas là, mais on va pouvoir regarder ça. Bon, Julien, on va répondre à vos deux questions tout de suite après le webinaire. On va revenir vers vous par mail ou par téléphone d'ailleurs pour répondre à vos deux questions spécifiques, si vous voulez bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'agroalimentaire avant que l'on revienne un petit peu en arrière sur le pet food? Alors, visiblement non. Donc, saute puce en arrière sur le pet food et je te donne la question d'Anthony. Anthony nous dit, je crois savoir qu'un agrément usine est obligatoire pour pouvoir exporter du pet food en Thaïlande. Savez-vous si le processus est long? Une délégation des autorités thaïlandaises
thaïlandaise doit-elle auditer notre usine en France? On peut répondre. Ah, d'accord. On répond à la question maintenant. Alors là, pareil, il faudrait que je vois un petit peu plus avec mes collègues du service économique. Mais à ma connaissance, oui, de ce que j'entends dernièrement, certaines visites peuvent se faire. Donc c'est pareil, hein, c'est la FDA et puis le Department of Livestock. Là, pour le coup, il y a des visites qui peuvent se faire, de ce que je comprends là, à distance. Il y a des choses qui se sont faites en visio. Mais là, je préférerais pouvoir revoir avec mes collègues, je dirais plus du réglementaire au service économique, qui suivent hein, tout ça, puisqu'effectivement, c'est des choses assez récurrentes. L'équipe d'Estelle au niveau de Business France Thaïlande est spécialisée par secteur. Estelle est vraiment entourée d'experts en fonction d'experts sectoriels. Donc, on va vous apporter le détail et les précisions sur vos questions, là, sur vos interrogations après le webinaire, le temps pour Estelle de se rapprocher de ses équipes. Et, je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai qu'on est 10 personnes. Enfin, Business France, c'est 10 personnes hein, en Thaïlande, à Bangkok. Et en gros, c'est 2 personnes en charge de l'agro et de l'agri. Donc, bien sûr, je verrai ça avec eux. Et également, il faut savoir qu'il y a le service économique de l'ambassade qui est là, justement, c'est avec eux qu'on travaille main dans la main sur tout ce qui est certification et ces inspections d'usine que l'on peut avoir. Anthony, on revient vers vous après le webinaire avec ces réponses sur les audits d'usine et puis les taxes. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie agro? Je ne crois pas. Donc, on va pouvoir passer à un autre secteur encore. Donc là, on change de décor totalement et on passe aux télécommunications. Voilà, et là, on arrive à la Thaïlande 4.0. Donc, oui, pour commencer peut-être sur les telcos. Donc, il faut savoir que pour le coup, la Thaïlande, là-dessus, c'est un marché assez simple à comprendre, hein, puisqu'il y a 3 gros opérateurs privés et un opérateur public. Les 3 opérateurs privés, on en a un, c'est Dtac, c'est une filiale du groupe norvégien Telenor. Et puis après, on a 2 grandes familles Thaï, donc 2 grands groupes Thaï. Un opérateur qui s'appelle AIS, grande famille Thaï, et puis un 3e opérateur qui est True, et là que vous connaissez indirectement, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, c'est une filiale, ça appartient en fait au groupe CP que l'on avait dans l'agro tout à l'heure. Donc c'est, je dirais, un des 3 opérateurs de telco en Thaïlande. Donc ces 3 opérateurs privés, ils détiennent 98% du marché. Donc, en gros, le marché des telcos en Thaïlande, il est quasiment à 100% privé. On a un opérateur public dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle CAT, mais qui ne détient que 2%, donc très très faible là-dessus. On est dans un pays avec une très forte pénétration mobile. Je vous ai mis les chiffres, on est à 134% de pénétration mobile. C'est le plus fort taux en ASEAN. Ça veut dire qu'on a tout un nombre de personnes qui ont beaucoup plus qu'un seul téléphone portable. De même pour venir sur les questions Internet, là, ça va être un tout petit peu différent dans le sens où il y a un peu plus d'acteurs. C'est une dizaine d'acteurs à peu près. Dizaine d'acteurs, il faut savoir qu'on est dans un pays qui utilise énormément Internet. On est dans une population extrêmement connectée. On a souvent ce cliché sur l'Asie, hein, et là, pour le coup, en Thaïlande, c'est assez vrai. Et pour vous donner un petit peu des chiffres, en Thaïlande, un Thaïlandais en moyenne passe 6 heures connecté à Internet, principalement via le mobile. En France, on est à 2h30. Donc 6 heures par jour en Thaïlande, en France, 2h30. Donc vous voyez vraiment la différence. Tout se fait par Internet et par son téléphone ici. Donc bien sûr, ces secteurs, c'est une très grosse priorité de l'État. On en a parlé tout à l'heure, cette fameuse Thaïlande 4.0.
le plan de connectivité. Donc, je dirais, là, le gouvernement, l'État est vraiment en train de mailler tout le pays pour connecter tous les villages qui ne seraient pas encore connectés. Donc ça, c'est un vrai sujet et qui suit son cours et qui est dans les temps. Globalement, si on regarde, les équipements dans les grandes villes en Thaïlande sont plutôt bons, voire même des fois mieux que ce que l'on peut trouver en France. Et là, notamment, c'est un aspect important. On parlera un petit peu plus tard des smart cities. Il y a un très gros plan de développement de smart cities en Thaïlande. Donc, bien sûr, ces équipements, il y a une vraie importance à ce qu'ils soient de bonne qualité. Souvent, la Thaïlande a tendance à dire on a été certes peut-être les derniers dans la zone à avoir adopté la 4G, mais on est les premiers à adopter la 5G. Donc, la Thaïlande est le premier pays en ASEAN à adopter la 5G. Et ça, bien sûr, c'est pourquoi c'est toujours dans son objectif de la Thaïlande 4.0 et d'attirer les entreprises qui vont bien. Il y a un vrai besoin de se différencier. Hein, on n'en a pas parlé, mais tous ces pays dans la zone, quand même, ils sont tous en concurrence sur qui va attirer les entreprises pour venir s'installer et produire en Thaïlande. Il faut savoir que la 5G en Thaïlande, elle est en place depuis 6 mois à peu près. Et ce sont 49 licences qui ont été attribuées aux opérateurs, aux principaux opérateurs. Alors du coup, tout ça, dans les opportunités, bien sûr, tout ce qui va tourner autour de la 5G. Hein, on travaille de façon très étroite avec les opérateurs telco et ils sont clairs, ils ont une très très forte demande sur tout ce qui est associé à la 5G. De plus, alors, ce qu'on se rend compte, c'est que technologiquement, en Thaïlande, ça va. Par contre, ils ont clairement besoin de tout ce qui va être l'analyse du big data. Ça, c'est un vrai besoin, plus tout ce qui est technologie cloud. Ça, je dirais que c'est 2 sujets sur lesquels ils sont plus fragiles, entre guillemets, où ils ont vraiment besoin de techno étrangères. Tout ça nous amène à l'IoT. Alors, l'IoT, on va dire que la Thaïlande, pour le coup, ce n'est pas le pays dans la zone le plus avancé sur le sujet. Par contre, ils souhaitent vraiment le devenir et du coup, il y a une vraie politique nationale mise en place là-dessus. C'est déjà, pour le coup, un secteur quand même qui est en forte croissance. Hein. Donc, à l'heure actuelle, il faut savoir qu'il y a 4 réseaux qui existent en Thaïlande. Le premier, ça a été LoRaWAN. LoRaWAN, il a été mis en place par l'opérateur, je vous parlais d'un opérateur public tout à l'heure, CAT Télécom, donc c'est eux qui l'ont mis en place. Comme c'est les premiers, donc à l'heure actuelle, ils couvrent 80% du pays. On a eu il y a un an le français, Sigfox, qui était arrivé. Ils sont à la phase 4 de leur déploiement, donc ils ont déployé Bangkok et puis les villes principales de Thaïlande. Et ils sont maintenant en train de se déployer sur la totalité du pays. Et puis, je vous parlais de 2 autres opérateurs tout à l'heure, AIS et True. Donc, AIS, grande famille thaïlandaise, True, autre famille thaïlandaise, groupe CP. Donc, eux, pour le coup, ils ont développé leur propre réseau, mais pour l'instant, on va dire qu'il y a peu de cas d'utilisation réelle. Donc, ce n'est pas encore très probant, mais ils mettent beaucoup d'efforts. Du coup, dans ce secteur, bien sûr, il y a de fortes opportunités sur tout le spectre hard et soft. Peut-être pour vous parler rapidement du projet de Smart Cities, donc le gouvernement s'est donné comme objectif et clairement, je dirais en phase et en cours, de développer 100 Smart Cities d'ici 2022. Donc, c'est un objectif qu'ils se sont fixés il y a quelques années maintenant. Et donc là, typiquement, ils sont dedans. Bien sûr, une des villes peut-être les plus avancées sur le sujet, c'est Pattaya. Ce qui est assez logique, vu que Pattaya, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est cette fameuse zone du EEC qui est cette zone flagship Thaïlande 4.0. Mais on a Phuket, on a Khon Kaen. Donc, je dirais qu'on a aussi tout un nombre d'autres villes en Thaïlande déjà bien avancées sur le sujet.
Ce qui fait que, bien sûr, sur toute cette partie Smart City, l'IoT va avoir un vrai rôle à jouer et de nombreuses opportunités. Est-ce que sur cette partie telco, IoT, il y a des questions en particulier? Ah, on ne t'entend pas, Karen. Avec le micro ouvert, c'est mieux. Une question qui vient juste de tomber, une question de René. Sur les Smart Cities, avez-vous des détails sur le plan et quelles sont les premières villes et applications ciblées? Oui. Donc, il y a effectivement tout un plan qui est sorti. On pourra même le partager avec vous. Sur qu'est-ce qu'on entend par une Smart City en Thaïlande, quels sont les points, donc typiquement le Smart Transport, le Smart Energy, le Smart Waste, le e-government, enfin voilà, donc il y a tout un tas de secteurs qui sont visés. Et donc, comme je disais, à l'heure actuelle, la ville la plus avancée, c'est clairement Pattaya, Pattaya et sa région. C'est là où vraiment, je dirais, c'est eux qui ont commencé le plus tôt. Est-ce que ça répond à votre question, René? Alors, de toute façon, comme tu le proposes, Estelle, on va, si le plan de manière synthétique est disponible, je vais le joindre à la présentation. Enfin, j'inclurai le lien hypertexte dans la présentation. Comme ça, vous pourrez y avoir accès. Je vais rajouter ça à la présentation qui sera disponible pour vous. Tout à fait. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au point suivant, donc sur le e-commerce désormais. Alors, le e-commerce, clairement, autre secteur très, très important en Thaïlande. On l'a vu tout à l'heure, les gens sont extrêmement connectés. Donc ça, c'était déjà un gros point et c'est ce qui faisait aussi que la Thaïlande fait partie des pays avec un gros potentiel en e-commerce. Et bien sûr, comme on s'en doute, comme dans beaucoup de pays, la crise Covid a clairement fortement accéléré ce développement du secteur. Donc, 2020, ça a été plus 35% de croissance, ce qui est énorme, alors que jusqu'à présent, la croissance était aux alentours de 7,5% par an. On s'attend finalement maintenant que sur les prochaines années, on soit plutôt assez stable sur du 8,5% de croissance par an. Donc, clairement, on est dans un pays où finalement, c'est une personne sur deux qui achète en ligne. À l'heure actuelle, c'est une personne sur deux. D'ici 3 ans, à peu près, ça sera 60% de la population qui achètera en ligne. Les secteurs que l'on retrouve en premier, je dirais dans le e-commerce en Thaïlande, c'est bien sûr l'alimentaire, c'est le plus gros, et puis les soins d'hygiène. Ça, c'est des choses qui ont évolué parce qu'on n'avait pas du tout... C'était pas tout à fait la même chose les années passées. On avait beaucoup plus l'électronique, par exemple, qui était en tête. Donc là, c'est un changement. Ce qu'il faudra voir, c'est sur le long terme. Est-ce que c'est une question de justement cette situation Covid ou est-ce que c'est un peu plus pérenne? Du coup, pareil, de même, les services de paiement électronique ont connu une forte augmentation en un an. Juste sur un an, c'est plus 11%, un peu plus de 11% même, de paiement électronique. Et du coup, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de savoir que le panier d'achat moyen augmente. Alors, je dirais qu'en 2020, on était à... plutôt, on va dire qu'en 2021, on est à 200, on estime qu'on sera à 243 USD par personne, ce qui est en gros 28 USD, un peu plus, 28 USD en plus qu'en 2020. Donc, voilà, ce panier d'achat augmente. Après, un point intéressant, c'est les investissements. Une des grosses plateformes ici de e-commerce, vous la connaissez peut-être, c'est Lazada. Lazada, c'est quoi? Lazada, c'est la branche sud-asiatique d'Alibaba.
Alibaba, cette plateforme chinoise. Et donc, ce qui me semble intéressant, c'est qu'en fait, Lazada a été déjà une grosse plateforme et donc bien présente en Thaïlande et dans toute la zone. Et il faut savoir qu'en 2018, Alibaba a réinvesti à hauteur de 3,6 milliards de dollars dans Lazada. Donc, on voit clairement que c'est un secteur sur lequel les gros misent énormément. Alors, du coup, tout ça, qu'est-ce que ça nous amène en opportunité? Tout ce qui est réalité augmentée pour les essayages. Essayages sur du fashion, les lunettes, le maquillage, tout ce qui est technologie d'analyse comportementale, autre point. Et puis, tout ce qui est logistique et livraison. On a un gros problème en Thaïlande, c'est sur les adresses. La poste thaïlandaise, aussi bien que les sociétés de logistique thaïlandaises, ont beaucoup de mal à retrouver les adresses. Donc, tout ce qui est technologie de mapping, c'est vraiment quelque chose qui est très recherché en Thaïlande. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur le e-commerce? Oui, il y a une question. Existe-t-il du cross-border entre les différents pays de l'ASEAN? Par exemple, est-ce qu'un client thaïlandais peut acheter sur le site Lazada Singapour et se faire livrer en Thaïlande? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et je dirais qu'on achète sur le site Lazada, effectivement, oui, je peux acheter sur le site Lazada autre en Chine et je suis livrée ici. Donc oui, tout à fait. Merci. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Je vois l'horloge qui tourne. On va avancer un petit peu. Alors, j'ai une autre question qui vient de tomber de la même personne. Donc, des produits non enregistrés en Thaïlande peuvent être livrés. Donc, alors après, ça va dépendre. Oui, ils peuvent être livrés. Après, je dirais que, alors, c'est toujours pareil. Il y a une zone quand même d'accord en ASEAN. Après, par contre, ils peuvent être livrés ou ils peuvent être bloqués par la douane auparavant. Donc, suivant quel type de produit c'est. En fonction. Donc, où il peut y avoir des taxes à payer, enfin des droits de douane. Donc, on peut très bien vous dire, vous allez devoir récupérer, par exemple, vous allez récupérer soit à la poste ou on vient vous livrer, mais pour récupérer le paquet, vous aurez des droits de douane à payer. Ça répond à votre question? Après, si c'est un produit qui a besoin vraiment, je dirais, d'autorisation particulière, notamment sur le food, là où ils vont être le food, les cosmétiques, les médicaments, là, bien sûr, ça ne passera pas comme ça. On est sur un système où la douane est très vigilante ici. On passe au point suivant sur l'énergie. Il reste encore deux secteurs à balayer, donc on va essayer de faire vite pour ne pas mobiliser les gens et trop dépasser. Alors, donc énergie, clairement la Thaïlande, c'est le deuxième consommateur d'énergie en Asie du Sud-Est. Les premiers, c'est l'Indonésie et puis les troisièmes, c'est la Malaisie. Si on regarde la principale, bien sûr, principale consommation d'énergie, ça vient des industries. À l'heure actuelle, en Thaïlande, l'énergie est produite principalement via le gaz, 56%, et on a encore une grosse utilisation de charbon, pratiquement 20%. Par contre, il y a une vraie volonté, c'est plus qu'une volonté, on est sur des mesures très concrètes du gouvernement pour faire que les énergies renouvelables prennent le dessus sur le charbon et que ces énergies renouvelables représentent 20% du mix énergétique d'ici un peu plus d'une dizaine d'années. Du coup, si on regarde, clairement, les énergies renouvelables, ça va être peut-être l'aspect le plus important en Thaïlande. Et ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le solaire, dans un premier temps. Le solaire, c'est un tiers à peu près des ENR en Thaïlande.
Pour le coup, l'objectif du gouvernement, c'est de doubler cette part de solaire d'ici 2036. Donc là, pour doubler cette part, bien sûr, beaucoup d'incitations. Des incitations sur le domestique pour avoir du petit solaire avec des tarifs fixes sur les 10 prochaines années, des incentives pour les entreprises également pour produire de l'électricité. Et là, beaucoup d'incentives sur exonération d'impôts pendant 8 ans. Et on a également pas mal de projets de solaire flottant en Thaïlande. Les barrages sont exploités avec du solaire flottant. Après, on l'a vu tout à l'heure, on est dans un pays agri. Donc, la biomasse est un gros sujet en Thaïlande. La biomasse, c'est entière des ENR à l'heure actuelle. Il y a un vrai challenge pour transformer tous ces déchets organiques. Donc là, pour le coup, c'est pareil. Le gouvernement s'est donné en objectif de doubler cette part biomasse. Et puis après, on va retrouver l'hydro et l'éolien, sachant que l'hydro, ça reste très infime en Thaïlande, donc plutôt l'éolien. Hydroéolien AE2, on va dire, ça représente le reste du tiers, grosso modo, quoi, sachant que c'est quelque chose de nouveau, l'éolien en Thaïlande. C'est principalement dans le nord-est du pays, dans l'Isan. On est dans les débuts. À l'heure actuelle, il n'y a que 73 éoliennes en Thaïlande, mais c'est quelque chose qu'ils souhaitent clairement pousser. Donc, clairement, en Thaïlande, pour nos sociétés, c'est dans les énergies renouvelables qu'il y a le plus d'opportunités. Après, bien sûr, tout ce qui est efficacité énergétique, des gros besoins là plus sur la modernisation du réseau. Ça, c'est un autre sujet. On parlait tout à l'heure des smart cities. Il faut savoir qu'à Pattaya, dont je parlais tout à l'heure, il y a un projet de smart, c'est plus qu'un projet, on est en testbed smart grid à l'heure actuelle. Ce projet fonctionne plutôt bien. Donc, l'idée, c'est que normalement, il devrait être déployé à l'ensemble du pays. Des questions sur la partie énergie? Non, pas de questions, donc on va pouvoir passer au point environnement. Gros sujet, l'environnement en Thaïlande, que j'ai divisé en 3 parties. Donc d'abord, eau, assainissement. Alors, il faut savoir que l'accès à l'eau potable n'est pas un sujet en Thaïlande. Par contre, le sujet, il va être sur le traitement de l'eau. Et le principal, ça va être les eaux usées. Et les eaux usées, en gros, 60%, ça vient de l'agricole. Donc c'est le plus gros. Après, les eaux industrielles, 25%. Sur ces eaux usées, en fait, c'est uniquement 50% en gros qui sont traitées. Ça veut dire que tout le reste n'est pas du tout traité. Et si on regarde les eaux domestiques, c'est uniquement 18% qui sont traitées. Donc il y a un vrai sujet sur le secteur de l'eau en Thaïlande. À l'heure actuelle, on se rend compte que c'est un secteur, mais comme beaucoup de secteurs, qui est surtout porté par le privé, plus que par le public. Et notamment, les zones industrielles investissent énormément pour tout ce qui est traitement de l'eau. L'eau en Thaïlande, elle est gérée en gros par 2 entités. Une qui gère plutôt la métropole la municipalité de Bangkok, et puis une autre entité qui gère tout le reste de la Thaïlande. Mais après, si on regarde tout ce qui est eau domestique usée, le traitement, donc ça, c'est chaque municipalité qui a cette charge. Après, pour les eaux industrielles, c'est chaque entreprise, chaque industrie qui a sa charge de gérer en fait ces eaux usées. Peut-être on peut un mix en fait est passé au slide suivant parce que finalement ils vont ensemble sur ces opportunités. Donc du coup, les opportunités sur l'eau, c'est clairement, on a parlé, tout ce qui est assainissement. On n'a pas parlé, mais comme dans la plupart des pays dans le monde, réduction des fuites d'eau, gros sujet. À l'heure actuelle, 30% d'eau est perdue à cause des fuites. Et puis bien sûr, un vrai besoin de monter en gamme technologiquement. Autre sujet dans l'environnement, c'est les déchets. Les déchets, et notamment les déchets plastiques. Il y a un très gros plan qui est sorti en 2018 pour supprimer normalement complètement l'usage du plastique d'ici 2022. Alors là, si
j'avoue que si je partage un petit peu mon retour, j'avoue qu'en arrivant en Thaïlande, ça m'a extrêmement choquée. On utilise du plastique pour tout et on est dans cette tradition où les produits sont emballés, réemballés, les pommes sont emballées une par une. Bon, il y a une grosse influence japonaise parce qu'on a beaucoup de Japonais en Thaïlande, donc on va retrouver justement ce packaging vraiment un petit peu partout, mais donc une utilisation massive du plastique. En gros, on a 40% des déchets qui sont recyclés, on en a d'autres qui vont être incinérés, mais surtout, on a 25% des déchets qui ne sont pas traités du tout. Pas traités du tout, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces déchets, ils sont abandonnés dans des décharges à ciel ouvert, voilà. Donc ça, et puis tout le plastique qui peut être rejeté en mer. Donc, clairement, dans les opportunités, on va retrouver toutes les solutions de waste to energy. On parlait du secteur agricole tout à l'heure, donc là, on rentre vraiment dedans. Bien sûr, le traitement des déchets marins qui sont importants. Et puis, tout ce qui est économie circulaire et tout ce qui est substitution du plastique. Et puis, le troisième sujet sur les questions environnementales, c'est la qualité de l'air. Qualité de l'air qui, donc je disais tout à l'heure, la Thaïlande, 28e pays le plus pollué au monde. Et puis, on va dire qu'à raison de 2-3 mois par an, je vous le disais, il est dans le top 5. Pourquoi? Parce que finalement, la pollution, elle vient de deux facteurs, on va dire. L'agriculture, parce qu'on est dans un pays qui fait beaucoup de culture sur brûlis. Donc, on est justement en plein moment, là, en ce moment, où tout le nord, une grande partie du nord de la Thaïlande brûle, et puis d'autres endroits, bien sûr. Et donc, ça, c'est un vrai sujet. Et puis également, bien sûr, l'industrie. Donc là, pour le coup, il y a un vrai besoin de sensibilisation et d'apprentissage aux agriculteurs pour faire, et je dirais, fonctionner différemment. Effectivement, pour vous donner une idée, là, en ce moment, si on regarde les chiffres en France et si je regarde les chiffres en Bretagne, c'est vrai que la pollution, les taux de pollution font rêver. Je regardais, je suis moi-même de Rennes et je regardais tout à l'heure les taux à Rennes. Je pense qu'on doit être à 28, 30 PM2.5 en ce moment. Il faut savoir qu'en Thaïlande, on est près des 200. Donc, on a un smog quotidien pendant 3 mois. Donc voilà, sur ces aspects. Pareil, je ne sais pas s'il y a des questions. Pas de questions qui tombent, donc on va pouvoir avancer pour terminer par ce dernier point sur la pratique des affaires. Voilà, et qui est important. Parce que comme dans tout pays, bien sûr, on a un aspect multiculturel qui est fort. On n'a pas parlé de la langue tout à l'heure, je l'avais mis dans le premier slide, mais les Thaïlandais parlent quand même un anglais qui peut être moyen. Alors, ceci dit, des fois, on peut dire que les Français ne parlent pas forcément un anglais très bon non plus, mais c'est un sujet. Et du coup, les Thaïlandais parlent plus facilement aux Thaïlandais. D'où l'importance d'avoir un partenaire local. Ce partenaire qui va faire que ça sera lui qui va interagir. Et moi, je le vois typiquement au quotidien. Mes rendez-vous, dès que je vais voir des autorités, par exemple, je ne sais pas, moi, l'autorité de gestion de l'eau ou autre, on va commencer en anglais et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ça switch sur le thaï. Donc, je dirais qu'il peut y avoir cette barrière de la langue. Après, autre point, la confiance. La confiance, c'est quelque chose d'extrêmement important, bien sûr, comme dans tout pays. Mais la confiance, elle s'entretient. Ça veut dire qu'il faut venir régulièrement. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça ne sert à rien d'envisager la Thaïlande, mais je dirais même la zone, parce qu'on va retrouver, ça va être assez similaire dans les autres pays de la zone, si on n'est pas prêt à venir régulièrement. Alors en ce moment, bien sûr, tout est complètement bouleversé, il faut faire autrement. Donc il faut trouver d'autres moyens de se faire rappeler aux bons souvenirs.
Mais c'est souvent ce qu'on nous reproche. Et là, du coup, ce que je vous dis, c'est un petit peu le retour que l'on peut avoir de nos entreprises thaïlandaises ici, c'est le manque de suivi. Et c'est vrai qu'en fait, on a beaucoup d'autres pays qui sont là. Alors même si forcément, ils n'ont pas forcément une implantation locale, on n'a pas forcément besoin d'une implantation locale, mais on a besoin de venir à minima 2-3 fois par an. Et je dirais, c'est comme ça que ça fonctionnera vraiment si on veut une success story. Bien sûr, la qualité du coup du partenaire, on se rend compte c'est primordial, puisque c'est lui qui va aussi interagir avec les locaux. On est dans une culture très asiatique. Du coup, on n'est pas dans un pays où on va savoir dire non. Et d'ailleurs, si vous posez une question, on peut vous répondre oui alors que ça veut dire non. Il n'y a pas vraiment de oui d'ailleurs en Thaï. Il n'y a pas vraiment de non non plus. Donc, quand on vous dit oui, ce n'est pas forcément oui. Il faut clairement apprendre à le décoder. Tu l'expliques après d'ailleurs. Comment ? Tu l'expliques après, cette notion du... Tu l'avais expliqué, cette notion du oui. Ouais, tout à fait. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il a... Il manque un slide. Il a disparu, j'ai l'impression. Effectivement, le oui thaïlandais ne veut pas dire du tout le oui français. Donc, ce n'est pas parce qu'on vous dit oui que ça veut dire oui. Et vous allez le sentir parce qu'en fait, on est dans une situation où il ne faut pas faire perdre la face à l'autre. Et ça, c'est très, très important. Là, cette notion de perte de face qu'on va retrouver dans la plupart des pays asiatiques. Donc, c'est-à-dire pas de confrontation, pas de... on peut avoir un côté français à vouloir un peu pousser l'autre dans ses retranchements. Ça ne se fait pas du tout ici. Ça ne se fait pas du tout. Alors, ils vous diront rien, mais les relations s'arrêteront parce qu'on les mettra mal à l'aise. Et finalement, c'est un peu dans les basiques qu'on va appeler le respect ici. Ici, ça s'apparente à du respect. Autre point de respect, j'en parlais tout à l'heure, c'est le sujet tabou de la monarchie. On n'aborde pas le sujet de la monarchie, alors même si les choses évoluent un petit peu et que les Thaïs de plus en plus s'ouvrent et en parlent, mais je dirais on ne lancera jamais le sujet. Déjà, il faut savoir que le crime de lèse-majesté est appliqué en Thaïlande, c'est une 15aine d'années de prison. Et en fait, on les mettra mal à l'aise. Et je le vois, moi, dans mes équipes, typiquement, qui sont... on a un mix moitié, on va dire, français, moitié de Thaï. Si, pour X raisons, on venait à aborder le sujet, et ça m'est arrivé, par exemple, lors d'une fin de déjeuner tous ensemble, si toutefois le sujet est abordé, j'en ai beaucoup qui vont me dire « Ah je retourne travailler ». Voilà, ils vont éviter. Ils vont éviter parce que ça les mettra très mal à l'aise. Parce que depuis leur plus tendre enfance, on leur a appris à ne... C'est même pas critiquer, c'est à de ne pas avoir d'opinion là-dessus. Voilà. Après, autre point, c'est la ponctualité. La ponctualité en Thaïlande est quelque chose de très, très important. Alors, en ce moment, vous ne pouvez pas forcément vous déplacer ici, mais du coup, à avoir en tête, bien sûr, alors quand vous aurez des rendez-vous en visioconférence, parce que dans tous les cas, il y a toute cette visioconférence qui se met en place ici aussi. Mais quand vous serez présent en Thaïlande, quand vous viendrez, vous verrez le trafic, c'est extrêmement congestionné. Donc, pour faire 2 km ou 1 km, vous pouvez mettre 1h30 de voiture. Ça peut être 2 heures. Du coup, c'est vraiment des choses à prendre en compte quand on organise son programme de rendez-vous. S'assurer que, voilà, on sait qu'on est dans un pays où on ne peut pas arriver. Enfin, c'est pas qu'on ne peut pas, c'est très malvenu d'arriver en retard. C'est très, très mal vu. Parce que le Thaïlandais lui-même, il aura pris toutes les précautions nécessaires. C'est-à-dire que, imaginons même, la société thaïlandaise vous retrouve à votre hôtel ou dans un restaurant. Il y a de fortes chances qu'ils arrivent à minima 20 minutes avant, des fois une demi-heure avant.
Quand on a des événements, je vois par exemple à l'ambassade ici, c'est monnaie courante que sur un déjeuner ou un cocktail, ils arrivent même des fois 1 heure avant. Ce qui est assez déroutant, ce n'est pas du tout notre façon de procéder, mais c'est parce qu'ils anticipent justement cette partie embouteillage et donc ponctualité. Donc, ils vont attendre la même chose de votre part. Tenue vestimentaire, on est dans un pays où ça reste assez classique. Et en fait, la tenue vestimentaire, on y attache beaucoup d'importance. On n'en a pas vraiment parlé tout à l'heure, mais en Thaïlande, le côté apparence, le côté social, enfin classe sociale est extrêmement important. D'ailleurs, en Thaïlande, on ne va pas avoir ce sujet, par exemple, de genre, homme-femme. Peu importe, vous allez pouvoir trouver une femme CEO, vous allez trouver un homme CEO, ce n'est pas un sujet. Ici, ce qui est un sujet, c'est de quelle famille on vient, de quel milieu on vient. Et c'est là qu'on a cette vraie différence. Autre point, et là qui est un point aussi très important, c'est la réactivité. Pourquoi? Parce que je pense, pour avoir vu avec mes différentes expatriations, je me rends compte que la notion de réactivité n'est pas du tout la même dans tous les pays, même si tous, on se dit que la réactivité est importante. Et je m'en rends compte parce que finalement, la réactivité à la française n'est pas du tout la même que la réactivité en Asie. Et ça, pourquoi je vous le dis? Parce qu'on a beaucoup de retours, pareil, des entreprises locales qui vont nous dire « Ah, bah super, l'entreprise là que vous nous avez introduite. Par contre, là, je leur ai envoyé un email, mais ça fait déjà 5 jours, je n'ai pas de retour. » Voilà, ça, c'est quelque chose qui n'est juste pas possible, en fait, ici. C'est-à-dire qu'on rencontre la personne, limite dans la foulée, elle a déjà un email. Ne serait-ce que pour lui dire que, voilà, merci pour le rendez-vous. Voilà. Et puis, si on vous pose des questions, même si en soi, je dirais, il faut peut-être un petit peu de temps pour pouvoir avoir les réponses à ces questions, bah, c'est pas grave. On accuse réception de cet email et on dit, voilà, je reviens vers vous d'ici 48 heures. La réactivité, du coup, elle va très, très loin parce que, alors, je vous ai mis tous ces... un mix d'outils, on va dire, en bas, que ce soit du WhatsApp, du Line, email. On est dans une société, on l'a dit tout à l'heure, très, très connectée. Donc, vous allez voir, et d'ailleurs, c'est un conseil, pour aborder la Thaïlande, le réseau social qui est utilisé, c'est Line. Dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est, ça pourrait être WhatsApp. Ici, c'est quand même plus Line. Et ce qu'on conseille, en Thaïlande, on switch très rapidement sur Line. Limite, on ne s'envoie plus d'email. Vous avez eu un rendez-vous, ça ne serait pas du tout choquant, voire même c'est totalement normal en Thaïlande vous allez envoyer un petit line pour dire merci beaucoup pour ce rendez-vous, je reviens avec tous les points très prochainement. Et vous allez voir que la discussion va continuer sur Line. Par contre, du coup, ce n'est pas tout à fait comme chez nous, c'est-à-dire qu'on peut vous contacter à n'importe quel moment, le week-end. Il n'y a pas de week-end, on est dans des sociétés où on travaille tout le temps. On travaille les week-ends, on travaille après les horaires classiques, on va dire, de travail. Donc voilà un petit peu, je dirais, dans les premiers aspects interculturels que l'on peut voir. Le point essentiel à garder en tête. Exactement. Merci beaucoup Estelle. Je vous propose de clôturer le webinaire. On a dépassé un petit peu l'heure, pardonnez-nous. Il y avait beaucoup de choses à dire. Si vous avez des questions, encore une fois, ou des points précis que vous souhaitez aborder plus en détail avec nous, faites-le moi savoir par mail et puis on organisera un échange en visio ou call avec Estelle et votre chargée d'affaires. J'ai pris note déjà des personnes là que l'on doit recontacter par rapport aux questions qui ont été posées pendant le webinaire et auxquelles on doit apporter des réponses précises. J'ai bien pris note de tout ça. On va revenir vers vous très, très vite. Merci encore une fois à toutes et à tous pour votre attention et votre participation à ce 3e webinaire de la semaine Asie. Merci beaucoup Estelle pour ton concours et le partage de ton expertise. Merci beaucoup. On reste à votre entière disposition. N'hésitez pas, vous pouvez aussi contacter directement vos chargés d'affaires si vous préférez.
Prochain rendez-vous demain pour une dernière et quatrième étape de cette semaine Asie au Vietnam, où on va voir ensemble l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam. Donc, vous pouvez encore vous inscrire là jusqu'à midi à ce webinaire s'il vous intéresse et si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, sinon, je vous dis à très bientôt pour d'autres webinaires BCI. Vous avez tout le programme sur l'agenda sur notre site web. À très bientôt. Prenez soin de vous. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Au revoir, Estelle. Merci beaucoup. Au revoir.